Alors, bonsoir à tous. Mon nom est Jocelyne et je suis une alcoolique. Si vous voulez fermer vos micros, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, on va débuter par la prière d'ouverture. Mon Dieu, aide-moi à mettre de côté tout ce que je pense savoir à propos de moi, gros livre, des étapes et surtout de toi. Donne-moi un esprit ouvert et une nouvelle expérience avec moi, le gros livre, les étapes et surtout avec toi. Aide-moi à voir la vérité. OK, alors bienvenue à l'atelier d'études du Gros Livre, dont l'objectif est de vous aider dans la mise en pratique des étapes et aussi de vous aider à parrainer quelqu'un. On était rendu, la semaine dernière, on a parlé de transmettre le message. On est dans le chapitre au secours des autres. Et la semaine dernière, on a parlé de comment aborder un nouveau, puis comment procéder lors de la première rencontre. Parce que la façon de faire, c'est que avec un nouveau, tu peux lui offrir, comme on dit, tu peux lui offrir ton aide. Il y a un nouveau dans la salle, où il y a quelqu'un qui revient d'une rechute, où il y a quelqu'un que tu vois qui en arrache beaucoup, puis qui n'a pas de marraine ou qui n'a pas de parrain. Tu peux aller le voir et dire, écoute, si tu veux travailler le mode de vie, ce qui va t'aider à rester sobre, puis être heureux, joyeux et libre, je peux t'aider si tu veux. Tu lui offres ton aide, OK? Fait que tu lui offres ton aide, tu lui offres ton numéro de téléphone, puis tu prends le sien. Puis tu cédules, à la première rencontre, tu es mieux ou par téléphone, tu cédules une rencontre. Donc, à la première rencontre, à la rencontre initiale, vous avez ça à page 46 du Gros Livre, la façon de faire. Okay? Je ne reviendrai pas, je ne passerai pas tout ça, on l'a vu la semaine passée. Donc là, on était rendu à la deuxième rencontre. Y a-t-il quelqu'un qui va vouloir faire mon ou ma lectrice? Oui, Sylvie? OK. Donc, si on se réfère au Gros Livre, à page 109, il commence à parler de la deuxième visite. Donc, la deuxième visite, on va lui demander, je vais me référer plus à mon document ici, puis après, on regardera un peu ce qu'il y a dans le Gros Livre. Donc, à la deuxième rencontre, on peut lui demander s'il veut ce qu'on a, s'il est prêt à tout faire pour l'avoir. Et là, s'il répond non, tu ne peux pas aller plus loin. Dans le sens que, à moins que tu acceptes d'être un oreille seulement pour lui, ce que je ne suggère pas, parce que c'est l'encourager à rester dans le même pattern tout le temps. C'est sûr qu'il va se trouver quelqu'un d'autre ou elle va se trouver quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas toi qui vas avoir à juste écouter, comme on parlait un peu avant le meeting. Donc, s'il n'est pas prêt à faire tout ce qu'il faut pour se rétablir, tu le laisses aller et tu lui suggères d'aller vers quelqu'un d'autre. Pas plus que ça. S'il est prêt, donc tu lui dis que prêt à tout faire, ça veut dire s'engager dans le mode de vie, à mettre en pratique le mode de vie, les 12 étapes. Puis si vous ne l'avez pas encore demandé, vous lui offrez votre aide pour l'aider dans la mise en pratique des étapes, en lui disant qu'il peut aussi consulter ou voir quelqu'un d'autre. Il n'est pas obligé de vous choisir, c'est sûr. On suggère aussi de lui dire qu'il peut se rétablir indépendamment de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Si tu essaies d'aider un alco, puis des fois, tu entends le genre de discours qui dit « Ah, si mon conjoint ne revient pas, moi, je ne suis pas sûr, je ne serai pas capable de continuer. » C'est faux. C'est faux. On peut se rétablir, peu importe les circonstances autour ou à l'extérieur de soi, ou même à l'intérieur de soi. Donc, c'est ça. La seule condition, c'est d'avoir une puissance supérieure et de mettre de l'ordre dans sa vie. De l'ordre dans sa vie, c'est les étapes 4 à 9. On a vu ça. Donc, si on se réfère au Gros Livre, si on poursuit dans le Gros Livre, on serait rendu dans le texte que je veux qu'on prenne connaissance, à la page 110, Sylvie. Oui. Ne fuyez jamais. D'accord. Bonsoir, Sylvie Alcoolique. Salut, Sylvie. Ne fuyez jamais devant vos responsabilités, mais assurez-vous que vous agissez sagement en les assumant.
L'aide aux autres est la pierre angulaire de votre rétablissement. Une bonne action de temps en temps n'est pas suffisante. Vous devez agir en bon samaritain tous les jours s'il le faut. Cela peut signifier que vous passerez plusieurs nuits blanches et que vos loisirs et vos affaires seront souvent interrompus. Excuse-moi, Sylvie. Excuse-moi, Sylvie. J'avais oublié de te dire que c'est juste ce bout-là on va lire. Dans le reste du paragraphe, là, il parle beaucoup, ça se rapporte plus dans le temps. Tu sais, dans le temps, il y allait très loin pour aider un nouveau. Aujourd'hui, on ne va pas si loin que ça. Vous pourrez le lire, là. C'est sûr que aider quelqu'un, ça ne sera pas toujours à ton heure à toi, puis à ta convenance à toi. Puis ça, il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à se laisser déranger par un nouveau. Tu sais, il est en train d'essayer de mettre en pratique le mode de vie, puis il t'appelle, il y a des questions. Ben non, ça ne va pas là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il faut que tu sois prêt à répondre. OK? Et s'il t'appelle et qu'il te demande qu'est-ce que je fais avec ça, quand il te parle de quelque chose, c'est quoi ton aide que tu apportes? Un parrain ou une marraine, il apporte de l'aide au niveau du mode de vie, pas au niveau pratico-pratique dans sa vie. Un exemple, tu ne lui diras pas comment agir avec son conjoint, ou tu ne lui diras pas comment s'affirmer, ou comment prendre sa place, comment se faire respecter. J'entends ça souvent, essayer de conseiller quelqu'un dans ce genre-là. On n'est pas des psychologues, ce n'est pas notre rôle. Tout ce que je peux faire avec quelqu'un qui me présente un problème comme ça, c'est d'essayer de voir c'est quoi qui pourrait l'aider dans le mode de vie. OK? Si prendre sa place, ben oui. En tout cas, il y a moyen d'aider quelqu'un en parlant juste du mode de vie. Puis pour le reste, ben moi, je ne sais pas comment tu peux faire. Tu sais? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que l'autre a besoin de vivre dans sa relation avec son conjoint. J'ai une petite idée de la pratique du mode de vie, mais je ne suis pas dans leur couple, je ne suis pas dans leur soulier, fait que je ne peux pas les conseiller sur ce qu'ils doivent faire. Parce que des fois, on conseille quelqu'un, je conseille quelqu'un selon moi, selon ma façon de voir les choses. Alors, en le conseillant, j'y donne ma façon à moi. Puis si l'autre, ça ne convient pas à sa personnalité ou à ce qu'il est prêt à faire, alors là, il va tomber en mode oui, mais, moi, ça ne fait pas, oui, mais si, oui, mais ça. Ça veut dire non, je ne veux pas faire ça. Puis d'un côté, il a bien raison, ce n'est pas sa façon à lui, il n'est pas prêt. Fait qu'on ne peut pas aider quelqu'un dans le côté relationnel. On peut juste aider dans le mode de vie. Pour moi, c'est bien important. Alors, c'est ça. Donc, quand ils disent, assurez-vous que vous agissez sagement en assumant vos responsabilités. Tes responsabilités comme parrain, marraine, c'est de guider l'autre dans le mode de vie. Même pas y dire quoi faire. Guider, c'est offrir ton expérience. Parler de toi, comment tu as fait ça, puis comment le gros livre, qu'est-ce que le gros livre dit? C'est ça qu'on offre. Tu sais? Le gros livre dit ça. Ben, moi, je suis d'accord avec ça. Es-tu prêt à essayer ça? S'il n'est pas prêt à l'essayer, si c'est une petite affaire et qu'il n'est pas prêt à essayer, peut-être ça va. Mais s'il n'est pas prêt à rien faire de ce que le mode de vie suggère, je ne peux pas l'aider. Moi, en tout cas, je ne peux pas. Je ne peux pas, je vais démissionner rapidement dans ce cas-là. Puis je vais lui dire d'aller voir peut-être quelqu'un d'autre qui va être plus à même de l'aider dans ce qu'il veut, lui. Ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui veut garder le contrôle. On s'entend, là? Je comprends ça, que j'ai été bien fort sur le contrôle. Mais, on ne peut pas aider quelqu'un qui veut garder le contrôle. Ça va-tu? Si vous avez des questions ou des interventions, n'hésitez pas, interrompez-moi. Sylvie, on va aller à page 111, quant à l'alcoolique qui peut et veut se rétablir. D'accord. Quant à l'alcoolique qui peut et veut se rétablir, il n'a guère besoin de charité, au sens ordinaire du mot, ou du moins, il n'en demandera pas beaucoup. Les alcooliques qui réclament de l'argent et un abri avant de surmonter leurs problèmes d'alcool font fausse route.
Cependant, nous sommes prêts à de grands sacrifices lorsque cette action est justifiée pour nous aider les uns les autres. Cela peut sembler contradictoire, mais pour nous, ce ne l'est pas. OK. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, dans notre société, ici au Québec, il y a beaucoup de ressources. Donc, quelqu'un qui serait dans le besoin, si tu es au courant des ressources, tu peux essayer de l'enligner vers ça. Tu peux l'enligner vers un CLSC ou sur... si tu es au courant, tu peux le renseigner. Sinon, tu l'envoies au CLSC ou des ressources qu'il peut utiliser. Il y en a beaucoup. Donc, on n'a pas besoin, remarque, si tu veux y prêter un vin, prête-y, puis considère qu'il est donné, puis tu ne le reverras pas, ça va être mieux. Donc, tu peux faire ça, mais pas donner de l'argent à répétition pour que la personne devienne dépendante de toi. Ce n'est pas une bonne idée. Puis ici, ils disent, les alcooliques réclament de l'argent à un abri, font fausse route. Des fois, c'est vrai qu'ils en ont besoin. D'autres fois, c'est qu'ils cherchent quelqu'un ils cherchent un dépanneur, dans le fond. Ils considèrent Alcooliques Anonymes comme un dépanneur. Alors, ce n'est pas leur rendre service que les encourager là-dedans. Tu te rends compte que c'est pas... qu'ils ne sont pas prêts à faire d'efforts ou qu'ils reviennent toujours avec la même chose. Là, ça va? On va passer à l'autre paragraphe, Sylvie. Oui, pardon. Nous ne remettons pas en cause le don lui-même, mais plutôt le moment et la manière de donner. C'est souvent là qu'est la différence entre la réussite et l'échec. À partir du moment où notre action est essentiellement d'ordre matériel, l'alcoolique commence à compter sur notre assistance plutôt que sur celle de Dieu. Il réclame ceci et cela, prétextant son incapacité à maîtriser l'alcool si ses besoins matériels ne sont pas satisfaits. C'est un non-sens. Certains d'entre nous ont dû encaisser de rudes coups avant de comprendre ceci. Avec ou sans emploi, avec ou sans conjoint, nous ne cessons tout simplement pas de boire tant que nous faisons passer notre dépendance des autres avant notre dépendance envers Dieu. Ça, c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. C'est la façon de donner. Moi, je vais donner de mon temps, je vais donner je peux payer un repas à quelqu'un. Dans mes débuts, ça m'est arrivé de loger une filleule pendant peut-être une semaine. Là. Je ne me rappelle plus pourquoi, là, mais je sais que je l'avais accueillie chez nous pendant une semaine, mais ce n'était pas au début de notre relation parrain-marraine. Donc, c'est parrain-marraine, oui. Marraine, filleule. Ça fallait mieux, mais ça qu'il y avait quelque chose qui ne fitait pas. Mais c'est ça. Donc, mais il ne faut pas que la personne devienne dépendante de nous autres matériellement. C'est bien sûr qu'au début, il peut y avoir une certaine dépendance psychologique, dans le sens que pour un nouveau, tu vas être sa source de réconfort puis de sagesse, si on veut. Là, tu sais, elle va se fier sur toi pour l'aider, puis c'est correct. Tu sais. Mais éventuellement, dans le processus de marrainage ou parrainage, elle doit devenir plus indépendante. Dans le sens, c'est sûr qu'elle peut avoir besoin, même après avoir fait ses étapes, mais elle aura certainement moins besoin. Idéalement, là, elle doit commencer à compter sur sa puissance supérieure plus que sur toi. C'est ça qu'ils disent ici. Sa dépendance envers Dieu doit passer avant sa dépendance envers toi. Et l'autre paragraphe, je vais le lire, c'est à le commenter. Il faut graver dans l'esprit de chaque alcoolique qu'il peut se rétablir indépendamment de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. C'est, peu importe les circonstances autour aussi. Là. La seule condition est de mettre sa confiance en Dieu et de mettre de l'ordre dans sa vie. C'est un peu ça que je vous disais tantôt. Fait qu'ensuite de ça, mettre de l'ordre dans sa vie, c'est avec Dieu, c'est bien sûr. On ne fait pas ça tout seul. Alors ça, ce petit paragraphe-là est important.
Donc, là, après ça, il commence à parler de problèmes spécifiques. Il commence à parler des problèmes au foyer. On ne passera pas à travers ça. Vous pourrez le lire. Il parle à la page 112, dans le bas de la page, une situation de divorce ou séparation. Il dit que le couple ne devrait pas se hâter à se remettre ensemble. Il devrait s'assurer d'être bien établi dans le mode de vie. À la page 113, on va lire le paragraphe qui débute par « Il faut détromper ». D'accord. Pardon. Il faut détromper l'alcoolique qui dit ne pouvoir se rétablir sans avoir retrouvé sa famille. C'est faux. Dans certains cas, pour une raison ou pour une autre, le conjoint ne revient jamais. Il faut rappeler à ce candidat que son rétablissement ne dépend pas des autres, il dépend de sa relation avec Dieu. Nous connaissons des hommes qui se sont rétablis sans n'avoir jamais retrouvé leur famille. Par ailleurs, d'autres ont rechuté à cause de leur retour prématuré. OK. Donc, encore là, c'est un peu le même principe. Le rétablissement ne dépend pas des autres, ne dépend pas des circonstances, dépend d'une relation avec Dieu. Comment était. Puis les étapes nous montrent comment avoir une relation avec Dieu. Comme, premièrement, reconnaître qu'il peut me rendre la raison, y confier mon problème, faire mon ménage intérieur pour faciliter la communication avec Dieu. Parce qu'ils nous disent, à quatrième étape, que les ressentiments, la culpabilité, les peurs, nos défauts, ça nous bloque de la lumière de l'esprit. Fait que pour avoir accès à plus de lumière de l'esprit, on fait notre ménage intérieur. Donc, ça nous aide à avoir une meilleure communication avec Dieu. Puis ensuite de ça, bien, je vais réparer mes torts, ce qui va m'aider encore. Je vais éliminer de la culpabilité encore plus. Puis normalement, je vais m'être libérée pas mal du ressentiment. Donc, ma relation avec Dieu va s'améliorer. Puis en 11e, je vais chercher le contact conscient encore plus. Puis en 10e, je vais faire mon inventaire à chaque jour. Fait que j'ai tous les outils pour établir un contact avec Dieu, puis le maintenir, puis l'améliorer. Okay. Peux-tu lire l'autre paragraphe? OK. Il faut que, jour après jour, votre protégé et vous marchiez ensemble sur le chemin du progrès spirituel. Si vous persistez, des choses remarquables se produiront. En jetant un regard sur le passé, nous constatons que ce qui nous est arrivé au moment où nous avons remis notre sort entre les mains de Dieu était mieux que tout ce que nous avions escompté. Si vous suivez les directives d'une puissance supérieure, vous finirez par vivre dans un monde nouveau et merveilleux, quelles que soient les circonstances actuelles. C'est ça. Fait que c'est un peu les promesses de la 12e étape qu'on retrouve ici. Là, il nous donne les résultats. Les promesses, c'est des résultats qu'on peut s'attendre. Les termes sont interchangeables. Gros livre nous dit, si tu fais ça, tu vas avoir ça. Fait que c'est des résultats, c'est aussi des promesses, parce que tu peux t'attendre à ça. OK? Donc, tu vas finir par vivre dans un monde nouveau et merveilleux, peu importe tes circonstances. Tu vas être capable de vivre heureux, joyeux et libre, peu importe tes circonstances. Pas en tout temps, pas à 100%, mais tu vas être plus heureux. Alors, on va sauter un paragraphe ou quelques paragraphes. On va se rendre à la page 115. Mais Jocelyne, moi j'ai une question là. Oui, vas-y. Avec ce que tu viens de dire, là, oui. C'est où la limite qu'on est bien, pas bien? Tu sais, on dit, il y en a des rétablis. Tu ne l'as pas vu aller, toi? Tu ne m'as pas vu aller? C'est quoi les signes? Je dirais les signes que quelqu'un va bien. Est-ce qu'il est heureux, joyeux et libre? Libre de ressentiment, libre de peur qui paralyse. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais. Ça veut dire qu'il est capable, avec l'aide de Dieu, de passer par-dessus. OK?
Ça veut dire, si c'est quelqu'un qui passe son temps à faire du ressentiment, ça marche. Il n'est pas rétabli. Si c'est quelqu'un qui est mort de peur, il n'est pas rétabli. Si c'est quelqu'un qui est bourré de culpabilité, il n'est pas rétabli. Alors, rétabli, c'est que tu as libéré ton passé, tu es capable de faire face à la vie, puis tu as une puissance supérieure, puis tu t'en sers. Donc, normalement, la plupart du temps, tu vas être heureux, joyeux et libre. Ça répond. Merci. Oui. Juste à la page 114, juste un petit, je vais vous parler le deuxième paragraphe qui dit « Si vous avez réussi à régler vos propres problèmes familiaux, racontez à la famille du nouveau. » Moi, je dirais plutôt au nouveau. Maintenant, on parle rarement à la famille du nouveau. On parle au nouveau. Comment vous y êtes pris? Donc, s'il te demande comment régler ses problèmes familiaux, raconte-y ton expérience si tu en as. Si tu n'en as pas, tu peux l'envoyer, tu peux le référer à quelqu'un d'autre qui en a déjà eu et qui les a réglés. Alors, tu y parles de ton expérience, pas de tes opinions ou de ce qu'il doit faire. Ça revient à ce que je vous disais au début, là. Tu ne dis pas quoi faire, tu y parles de toi, de ton expérience à toi. Ensuite de ça, à la page 114, toujours, l'autre paragraphe suivant, il dit « Si nous sommes spirituellement en forme, nous pouvons accomplir toutes sortes de choses qui, normalement, sont contre-indiquées pour les alcooliques. » Donc là, ici, il commence à nous parler de est-ce que tu dois aller est-ce que tu as le droit d'aller dans des lieux où ils vendent de l'alcool ou est-ce que tu devrais ou pas y aller? Ils nous disent, plus loin dans l'autre paragraphe en bas, il dit dans le fond, il nous parle de, c'est sûr, est-ce qu'on doit garder de l'alcool à la maison? Est-ce qu'on doit éviter de regarder des films où les gens boivent? On ne regarderait pas souvent les films. Est-ce qu'on doit éviter les bars? Bon, ils disent, tous les jours, nous nous retrouvons dans l'une ou l'autre de ces situations. L'alcoolique qui ne peut y faire face pense encore comme un alcoolique. Quelque chose ne va pas dans son état spirituel. Si tu ne peux pas boire une bouteille d'alcool sans fatiguer, ça ne va pas bien. Tu penses encore comme un alcoolique, tu as encore l'esprit faussé par l'alcool. OK? Donc, tu as besoin de travailler davantage le mode de vie, aller confier ça à Dieu, puis vraiment admettre que tu n'as pas le pouvoir, puis admettre que tu as l'esprit faussé par l'alcool, vraiment, puis tu as besoin de l'aide de Dieu pour t'en sortir, confier ton problème. Puis vraiment essayer d'améliorer ton contact conscient avec Dieu. Sylvie, si tu veux lire le paragraphe qui commence par « À notre avis ». Vous autres, c'est peut-être à la page 115. Moi, c'était à la fin de la page 114. OK. À notre avis, toute méthode de lutte contre l'alcoolisme qui propose de garder le malade à l'abri des tentations est vouée à l'échec. L'alcoolique qui essaie de se protéger peut réussir pendant un certain temps, mais cela se termine généralement par une rechute plus dure que toutes les autres. Nous avons essayé ces méthodes-là, mais ces tentatives pour réaliser l'impossible ont toujours échoué. C'est ça. Ça suppose dans l'esprit d'un alcoolique qui est comme ça qu'il ne faudrait pas qu'il voie l'alcool, il ne faudrait pas qu'il voie rien qui lui rappelle l'alcool. Ça ne se peut pas dans le monde. Il y a toutes sortes de choses qui vont nous le rappeler. Là. On va faire notre épicerie, on va passer devant la bière, on va passer devant... Maintenant, il y a même de l'alcool dans les épiceries, tu sais. Ça fait que l'alcool... Donc, c'est pas ça. Notre mode de vie dit qu'on va être libéré de notre problème d'alcool. Que tu n'auras plus la tentation. Je ne dis pas que ça arrivera jamais, jamais, jamais. Peut-être qu'à un moment donné, la pensée va monter, mais tu vas tout de suite avoir la pensée que non, c'est pas pour moi. Non, je ne peux pas. Puis non, je ne veux pas. Dieu va te rendre la raison si jamais tu es tenté. C'est ça que le mode de vie nous promet. OK, on va lire l'autre paragraphe.
Nous avons comme principe de ne pas éviter la fréquentation de lieux où l'on sert de l'alcool si nous avons une bonne raison de nous trouver là. Ces endroits peuvent être des bars, des boîtes de nuit, des soirées dansantes, des réceptions de mariage ou autres, et même les joyeuses réunions mondaines courantes. Si vous avez déjà travaillé auprès d'un alcoolique, vous aurez peut-être l'impression que c'est là tenter le diable, mais il n'en est rien. Moi, j'ai déjà connu un membre qui travaillait à la commission des liqueurs. Une bonne place pour un alcoolique. Mais il est resté abstinent pareil. J'en ai connu un autre qui travaillait pour une brasserie. Il restait abstinent. C'est pas... Oui, Sylvie? Toi, ça? Moi-même, je travaillais dans une brasserie. J'ai travaillé 13 ans dans une brasserie, puis j'ai commencé à être abstinente là-bas. Mm-hmm. J'ai fait 1 an en buvant, puis 13 ans sans boire, à la même brasserie. C'est ça. C'est possible. C'est ça. C'est possible. On peut se rétablir n'importe où, dans n'importe quelle condition. C'est ça que ça dit. OK. On va lire l'autre paragraphe. Vous remarquerez que nous avons apporté une importante restriction. Par conséquent, à chaque occasion, posez-vous la question: ai-je une bonne raison sociale, professionnelle ou personnelle d'aller à cet endroit? Est-ce que j'espère trouver une espèce de substitution du plaisir d'autrefois dans l'ambiance qui règne là? Si vous êtes à l'aise avec votre réponse, vous n'avez pas à vous inquiéter. Allez-y ou n'y allez pas comme bon vous semble. Assurez-vous toutefois que vous êtes spirituellement solide et que vos motifs sont vraiment valables. Ne pensez pas à ce que vous allez retirer de l'événement, pensez plutôt à ce que vous pouvez y apporter. Mais si vous ne vous sentez pas sûr de vous, vous feriez mieux plutôt d'aller porter secours à un autre alcoolique. OK. Il y a aussi des fois des gens qui vont dans des rencontres comme ça, des rencontres, ça peut être une rencontre sociale, un party de bureau. Tu sais, tu ne peux pas dire toute ta vie, tu vas éviter, si tu travailles dans les bureaux, tu vas éviter tous les parties de bureau. Et on a le droit d'être sociable aussi. Là. Fait que si tu y vas, par contre, je te dirais, essaye d'avoir ton auto pour être capable de partir quand tu te sens plus à l'aise. Parce qu'il faut voir ce qui peut être achalant dans ce genre de sortie-là, c'est le fait que les gens, une fois qu'ils deviennent intoxiqués, le ton monte, ils commencent à radoter. Ça peut être moins drôle un peu. Je sais bien que moi, des fois, je trouvais ça moins drôle. Fait que je m'assurais je partais quand je suis plus confortable, quand je trouvais que ça dérapait. Là, tu sais. Fait qu'assure-toi d'avoir une porte de sortie, un auto ou quelqu'un qui peut venir te chercher. Et au besoin, prépare-toi une excuse. Si tu penses que tu vas sortir plus rapidement, prépare-toi une excuse pour dire, ben là, je suis désolé, il faut que j'aille, j'ai quelque chose à faire. Ou j'avais oublié telle affaire, je ne sais pas. Tu sais. Un mensonge, une fois de temps en temps, quand tu es pour te sortir d'une situation vraiment inconfortable, sans dire, écoute, je suis alcoolique, je trouve ça achalant, je ne suis plus capable. Peut-être, si tu n'es pas capable de dire ça, ben, tu peux trouver autre chose, c'est sûr. Ça va-tu? OK. On va passer à la page 116, au deuxième paragraphe. Pourquoi fréquenter les lieux? Désormais, votre devoir. D'accord. Page 116. Désormais, votre devoir. Parfait, merci. Désormais, votre devoir est de vous trouver là où vous pouvez. Excusez-moi. Désormais, votre devoir est de vous trouver là où vous pouvez le plus rendre service. Alors, n'hésitez pas à aller partout où vous pouvez être utile. Même l'endroit le plus sordide au monde ne doit pas vous faire reculer lorsque le désir de servir vous motive. Dans cet état d'esprit, vous pouvez vous tenir sur la ligne de front et Dieu vous protégera de tout danger. Alors, est-ce que vous croyez ça?
que Dieu va te protéger de tout danger, même si tu es dans un endroit où ils vendent de l'alcool ou même si tu es dans un endroit. Oui? Oui. OK. Moi, je crois à ça beaucoup. Mon fils restait à Vancouver, puis ça m'est arrivé d'aller dans le quartier qui est mal famé à Vancouver, et je ne me suis jamais sentie en danger. Pas le soir, je n'irai pas là à 2 heures du matin, on s'entend, mais quand il y a du monde dans la rue, peu importe si toutes sortes de choses se passaient dans la rue, je me sentais pas comment je dirais bien ça, menacée de quelque façon que ce soit. J'avais une raison de passer là, c'était le plus court chemin où je voulais aller. Je passe par là. Moi, je fais pas. Je ne dirais pas que je reste dans des endroits où je sens qu'il pourrait y avoir un danger. Entre autres, je me rappelle une fois, j'étais à Dallas, puis j'étais avec mes collègues de travail, c'était un dimanche, on était dans un quartier où on s'était promené, puis à un moment donné, on se rend compte que autour de nous autres, il y a juste des Noirs, puis il me semble qu'ils nous regardent bizarre. Oups, là, peut-être pas à notre place. Fait qu'on a. On s'est dirigé vers un autre quartier. Il ne faut pas rester non plus quand on peut sentir qu'il pourrait y avoir du danger. OK. L'autre, on va sauter un paragraphe, on va aller à nous prenons garde. D'accord. Nous prenons garde de ne jamais démontrer d'intolérance ou de mépris envers l'habitude sociale qu'est la consommation d'alcool. L'expérience a prouvé qu'une attitude de ce genre n'apporte rien à personne. Tous les alcooliques nouvellement arrivés dans notre groupe s'attendent à nous voir critiquer et juger, puis sont grandement soulagés lorsqu'ils découvrent que nous ne faisons pas la chasse aux sorcières. L'esprit d'intolérance pourrait rebuter des alcooliques qui, sans cette étroitesse d'esprit, seraient peut-être sauvés. En étant intransigeants, nous n'aiderions même pas la cause de la tempérance, car un buveur sur 1000 n'accepterait d'entendre parler de son problème par quelqu'un qui a l'alcool en aversion. C'est ça. On ne fait pas de campagne anti-alcool parce qu'on est dans l'alcoolique anonyme. Il y a des gens qui peuvent boire sans problème, c'est correct. Mais pour nous qui avons un problème, l'alcool est un poison. C'est simple. Pour un alcoolique, l'alcool est un poison. Ce n'est pas un poison pour tout le monde dans la société. On fait bien attention de faire de campagne anti-alcool. Je vais vous lire le dernier paragraphe. Après tout, c'est nous qui sommes responsables de nos problèmes. La bouteille n'est qu'un symbole. Un symbole de quoi? Quelqu'un a-tu une idée? La bouteille est juste un symbole parce que l'alcool est un symbole. Il nous le disait ailleurs dans le gros livre. C'est que l'alcool a été ma solution pour ma maladie, mon mal-être intérieur. C'est pour ça que l'alcool ou la bouteille n'est qu'un symbole. Le vrai problème, c'est dans mon mal-être intérieur. C'est pour ça que le mode de vie va soigner mon mal-être intérieur par le ménage qu'on fait dans les étapes 4 à 9. Vous comprenez? Ça va nous libérer d'une bonne partie de notre malaise intérieur. Ça ne veut pas dire que tout va être parti et qu'on va être parfait après ça. Mais ça veut dire que tu vas avoir une bonne libération pour que tu aies moins le besoin d'alcool, le besoin de recourir à une évasion de ton mal-être. Alors, c'est pour ça que la bouteille ou l'alcool n'est qu'un symbole. Ils disent, une fois que tu es rendu là, d'ailleurs, nous ne combattrons plus qui que ce soit ou quoi que ce soit, il le faut. Donc, quelqu'un qui dit qu'il se bat contre l'alcool, il n'est pas rétabli. Tu peux être sûr qu'il n'est pas rétabli. Tu n'as plus besoin, une fois que tu es rétabli, c'est quand que tu es rétabli? Tu es rétabli une fois que tu as commencé à faire tes amendes honorables. Je ne te dirais même pas d'attendre que tu es... On peut dire que tu as commencé à te rétablir et que tu es pas mal rétabli quand tu as commencé à faire tes amendes honorables. Tu as un bon bout de chemin de fait dans le rétablissement.
la 10e, 11e, tu te rétablis, tu es un alcoolique rétabli, bien, tu vas pratiquer ces principes-là dans tous les domaines de ta vie. Tu vas pratiquer l'inventaire, tu vas pratiquer le lâcher-prise, tu vas pratiquer confier à Dieu, tu vas pratiquer les principes dans les étapes, tu vas pratiquer le mode de vie, dans le fond. Donc, tu es rétabli à partir du moment où tu as fait une bonne partie de tes amendes honorables. Et là, tu n'as plus besoin de combattre l'alcool. Avant, tu peux peut-être demander ta sobriété à chaque jour. Mais après que tu es rétabli, tu n'as plus besoin de demander ta sobriété à chaque jour. Dieu te l'a donné, il ne te l'enlèvera pas. On dirait que c'est plus fort que moi. Moi, il faut que je le demande à tous les jours. Je ne sais pas, là, mais ça fait partie de mon petit pattern, tu sais, C'est ta routine matinale? Oui, de ma routine matinale. Tu sais, je confie ma vie, ma volonté, puis ben, je peux pas dire, peut-être j'y demande, mais je le remercie en tout cas pour ma sobriété, tu sais, mon abstinence d'alcool, de drogue, de cigarettes, ben, je sais pas. C'est différent, ça. Se remercier, c'est différent de demander la sobriété. Je l'ai eu, ma sobriété. Une fois que je l'ai, je peux remercier à tous les jours, c'est correct. Oui, c'est ça. Ben, ouais, c'est plus dans ce sens-là, mais c'est comme si dans un sens, c'était pour lui demander encore, de ne pas oublier là, que je Penses-tu que Dieu oublie? Non, mais je ne veux pas prendre de chance. C'est ta peur qui parle. Oui, ben non, ben je ne sais pas, ça fait partie de mon pattern. Puis tu nous as parlé la dernière fois qu'on n'était pas obligé d'y demander. Puis c'est comme si, en tout cas, il me semble que je devrais prendre. Ben, je ne veux pas prendre ça pour acquis, c'est ça. Tu sais? Moi, le mode de vie me promet que je vais être rétabli et que je n'aurai plus besoin de combattre l'alcool. Fait que je combats pas. Non, mais j'ai plus soif, ça fait longtemps. Puis c'est ça. Je combats plus, ça fait longtemps. C'est plus ma solution, là. C'est sûr. Tu sais, puis... OK. Dieu va te garder près de lui tant que tu restes en bonne forme spirituelle, que tu te gardes toi près de lui. Oui, j'essaie à tous les jours. Donc, merci. Quand je buvais, l'alcool était ma solution, mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de l'alcool comme solution. Ma solution, c'est Dieu. J'ai une puissance supérieure. OK? Ça va bien, alcoolique. Oui. Très bien, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait avec... Moi, j'ai commencé par arrêter de jouer, arrêter de boire. J'ai jamais rejoué, j'ai jamais revu. Le lendemain des premières réunions, c'était fini. Il y a d'autres dépendances, là, le boire colique, le fumeur. On fait quoi avec tout ça, là? Je te dirais, on reste des êtres humains. Donc, on essaie de mettre ça en pratique dans tous les domaines de notre vie. C'est ça que ça dit. Donc, moi, j'ai appliqué ça sur l'alcool en premier. Après ça, je l'ai appliqué sur la cigarette. J'ai arrêté de fumer, m'amener. Quand j'ai été tannée, tu sais, quand tu atteins un bas fond dans une dépendance, tu as envie d'arrêter. Tant que tu n'as pas de bas fond. Moi, j'aime le sucre encore, puis je n'ai pas de bas fond là-dedans. Je n'arrête pas. Mais je suis dépendante, oui, mais ça ne me nuit pas. Tu sais, je peux pas dire que je vais manger une tonne de sucre. J'en mange à tous les jours, mais pas de façon exagérée, puis je ne suis pas diabétique, puis je n'ai pas de problème de santé pour le moment. Merci, mon Dieu. Tant que ça ne me nuit pas, je ne m'occupe pas de ça. Je laisse porter. Je dis, ben, arrange-toi avec ça. Si jamais c'est trop ou que je ne suis pas capable, ben, j'arrêterai. Fait que j'ai arrêté avec ça. Après ça, j'ai appliqué le mode de vie sur la dépendance affective. Oui. C'était un gros morceau. Fait que ça a été très bénéfique aussi. Après ça, dans les autres dépendances, j'ai comment je dirais bien ça? J'ai des passe-temps qui sont légers et qui me permettent de ne pas penser trop. J'ai de la lecture. Une fois de temps en temps, je vais écouter des films, des patentes de même. Tu sais, mais c'est une dépendance. Peut-être pas. Tu sais, il faut se garder un peu de fun dans notre vie aussi, là, un peu de plaisir. C'est juste quand ça devient nuisible à notre santé ou nuisible autour de nous que ça peut devenir un problème.
Oui, est-ce quelqu'un qui voulait intervenir? Je voulais juste te dire que oui, c'est bien de mettre de l'équilibre dans sa vie. Oui. Oui, c'est ça. On essaye de mettre de l'équilibre autant qu'on peut, avec l'aide de Dieu, avec l'aide des étapes. Ça répond-tu à la question? Je ne me rappelle plus. Oui, Liliane? J'avais entendu, moi, dans un partage, quelqu'un qui disait qu'on aurait des bas-fonds dans tous les domaines de notre vie. Est-ce que tu crois à ça? Un bas fond, quand c'est quelque chose qui te nuit vraiment. Moi, j'ai eu un bas fond dans la cigarette, dans le sens que j'étais rendu que je toussais tout le temps. C'était vraiment rendu déplaisant, et de un. Et de deux, je trouvais que ça commençait à coûter cher. Là. Carton de cigarettes, j'en fumais un par semaine. Ça commençait à coûter cher. Fait que là, j'ai regardé ça comme il faut. J'ai regardé pourquoi je fumais, les pour, les contre. J'ai dit, ouais, je serais peut-être mieux d'arrêter. Fait que là, j'ai pris des moyens. J'ai mis une mode de vie là-dessus. Puis j'ai pris d'autres moyens aussi. Là. Moi, j'ai essayé l'acupuncture. Ça m'a aidé. Il a quand même fallu que je mette en pratique le mode de vie. Puis j'ai vraiment le désir sincère d'arrêter. C'est comme d'autres choses. C'est comme l'alcool. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir un bas fond très profond pour arrêter d'autres choses. Là. Donc, c'est juste pour mettre. Oui. Non, c'est pas obligatoire, ça là. Non, je pense pas. La façon, je pense que j'avais 2 ans d'en haut, puis j'entends ça, j'ai dit, oh mon Dieu, la vie va être longue. Ben, c'est ça, c'est pas encourageant, ben. Non, pas vraiment. C'est un petit coup d'heure. Monique A, alcoolique. Moi, je trouve que dans les bas-fonds, là, quand on parle de ça, c'est comme avec l'alcool. Il y en a que leur bas-fond, il est vraiment bas-fond. Puis l'autre, je veux dire, fait que c'est où ce que ça devient invivable ou que c'est pas bon. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est un pet, je veux dire. Mais pour toi, c'est ton bas-fond. Fait que. Oui, chacun sa limite. Dans le fond, un bas-fond, c'est ta limite. Atteindre ta limite, je ne plus capable. Oui, puis moi, je trouve aussi, je m'excuse, Sylvie alcoolique. Comme moi, je peux prendre, je veux dire, faire un bas-fond dans mes comportements, tu sais. Je veux dire, un moment donné, là, on dirait qu'il faut que je me rende au bout là, de... comment je dirais, il y a des comportements que j'ai eus, là, mettons, avec mon conjoint, là, exemple, je chialais après, là, tu sais. Oui. Ben, tu sais, je veux dire, quand tu es au bout, là, que ça revient mal, là, tu sais, à un moment donné, là, des fois, ça prend ça pour changer, tu sais, fait que ça peut être un genre de bas-fond, là, dans un comportement. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là, mais moi, ça me parle. Oui, je trouve ton exemple bon. Moi aussi, j'ai pratiqué ça. Avec mon deuxième conjoint, c'était... on avait pris l'habitude de parler en jeu, mais là, c'était en jeu, style... je me suis sentie rejetée quand tu as fait telle affaire. Je parle en jeu, mais je suis en train de dire que c'est de sa faute si je me sens rejetée. Ça ressemblait à des reproches, puis ont été rendus souvent là-dedans. Fait que ça, c'est malsain dans une relation de couple. Mettons, aujourd'hui, je prends vraiment la responsabilité de ce qui m'habite, puis j'ai plus à faire ce genre de remarques-là. S'il y a quelque chose que je n'aime pas, ça ne m'empêche pas de le dire. Là. Écoute, cette affaire-là, je n'aime pas trop ça. Là. Mais je ne demande pas de changer. Je fais juste exprimer mon inconfort avec ça. Je ne dis pas, tu dois changer ça. Je ne peux pas obliger un autre être humain à changer. Tu sais. Mais je peux exprimer mon inconfort. Ici, donc, oui, vas-y. Donc, c'est de persévérer dans les étapes, parce que ça peut être un alcoolique pur, puis qui a de la misère à arrêter, là. Il fait les étapes, puis il fait, puis il boit, puis il rechute encore. Mais ça peut être long pour lui, donc il faut persévérer. C'est le mot persévérer qu'il faut que j'applique dans mes autres comportements. Oui. Et quand tu parles d'un alcoolique qui fait ses étapes et qui rechute, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas saisi. Tu sais,
J'ai rarement vu quelqu'un qui a fait ses étapes avec sincérité, puis avec au meilleur de sa connaissance, qui les a vraiment faites, puis ça peut arriver, là, mais c'est plus rare. C'est plus rare. D'abord, Jocelyne, comme je disais tantôt, d'autres comportements qu'on a des fois ne sont pas faciles à arrêter. Là. Non, la dépendance affective et sexuelle, le jeu, il y en a qui jouent. Là. Moi, il me semble, dans le Alcoolique Anonyme, j'en vois plein qui jouent. Ils jouent, puis ils jouent au casino. Là. Une chance, c'est fermé. Là, on fait quoi? Ben, quand tu t'es prêt que ça, là. Quand tu es pris Pardon? Le jeu, c'est Gambler Anonyme. Oui, c'est ça. Tu peux les diriger vers la fraternité des gamblers anonymes si c'est le jeu. Tu peux les diriger vers d'autres fraternités. Il y a Sexe Anonyme ou je ne me rappelle pas exactement. Là. Il y a d'autres fraternités qui peuvent les aider pour chaque dépendance. Il y a Émotif Anonyme. Moi, j'ai été faire un tour à Émotif Anonyme, Dépendant affectif anonyme, EADA, enfant adulte alcoolique. Qu'est-ce que j'ai fait là? En tout cas, ça fait que tu peux, même pour la cigarette, il y a des groupes, je ne suis pas allée, là, mais il y a des groupes pour différents problèmes. Donc, dans ce cas-là, tu vas là, pas parce que tu n'as pas le mode de vie, c'est pour l'identification avec le problème, puis pour comprendre un peu l'origine de ça. Parce que le mode de vie, que tu sois dans n'importe quelle fraternité, c'est le même mode de vie. Fait que tu peux l'appliquer en changeant le nom de ton impuissance. Si tu es capable vraiment de l'appliquer jusqu'au bout, ça va aller. Sinon, va dans une fraternité puis va t'identifier. Comme dépendant affectif, c'est une qui peut nécessiter de fréquenter ce mouvement-là. C'est pas simple, c'est pas facile. La dépendance affective, il y a beaucoup de monde qui en sont affectés puis ils ne savent pas. C'est ton contact clair alcoolique. C'est ton contact conscient avec Dieu qui peut t'aider. C'est la seule chose qui peut t'aider dans tes démarches. Oui, c'est ça. Tu as besoin d'avouer ton impuissance face à ça, total, puis de confier ça à Dieu, puis dans n'importe quelle dépendance. Oui, n'importe quelle dépendance, c'est d'appliquer le mode de vie là-dessus. OK. Ça va-tu? Merci beaucoup. Bienvenue. Y a-t-il des questions par rapport à la 12e étape? On aurait pas mal passé ça. Là, dans le document que vous avez eu en main la dernière fois, je vous ai mis 4 notes. J'ai une question, Jocelyne, excuse-moi. Il n'y a pas de faute, vas-y. Bon, moi, là, on dirait que je suis pas bonne pour marrainer quelqu'un, tu sais, je sais pas, là, je l'ai pas, tu sais. Puis, je sais pas, toi, tu suggères, admettons, quelqu'un te demande d'y aller avec le gros livre, c'est la meilleure façon de faire ça avec le gros livre. Oui. Mais je trouve ça difficile à un moment donné que quand quelqu'un te parle de ce qu'elle vit, de toujours parler en jeu, tu sais. Si tu n'as pas l'expérience à son problème, tu sais, toujours le référer au mode de vie, admettre, tu sais, tu peux admettre ton impuissance, confie ça à Dieu. Tu sais, je sais pas, là. Elle n'est pas l'affaire. Dans ce domaine-là, tu sais, mettons, elle parle de sa dépendance affective, puis tu n'as pas d'expérience, ou tu t'es pas vraiment rétabli de la dépendance affective, c'est sûr que tu vas avoir plus de difficultés. À ce moment-là, tu peux lui suggérer d'aller vers dépendant affectif anonyme ou vers quelqu'un d'autre que tu sais qui a travaillé là-dessus ou qui a appliqué la vie sur ce problème-là. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir d'expérience dans tout, là. Les choses, des fois, tu es obligé de dire, ben là, écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. OK, merci. On n'est pas obligé de tout savoir et puis avoir les réponses à tout. On s'entend? Oui, Marc?
Moi non plus, je ne suis pas bon pour parrainer un nouveau, Jocelyne, mais j'ai des forces ailleurs. Au niveau des services, je suis capable d'aider très bien. Je suis capable de parrainer du service, moi. Mais parrainer un nouveau, moi, je perds tous mes moyens. Même si j'ai un désir sincère d'aider, je vais aider quelqu'un qui est déjà enclenché, qui est déjà parti, puis après ça, je peux le traîner avec moi, puis on peut. Mais tu sais, non, c'est pas là ma force. J'ai arrêté de me battre avec ça, tu sais, j'ai des forces ailleurs. Ben oui, c'est correct. C'est correct. On peut être conscient que, OK, nous autres, c'est plus difficile. Ça ne t'empêche pas d'essayer de temps à autre, une fois de temps en temps. Parce que, tu sais, des fois, les nouveaux n'arrivent pas tous de la même façon. Ils ne sont pas toujours motivés autant d'un à l'autre, tu sais. Moi, il y en a que j'ai approché et que ça a bien été. Il y en a d'autres que ça n'a pas bien été. Tu sais, ça ne dépend pas juste de moi, c'est un rétablissement de l'autre. Les nouveaux, ils arrivent quasiment tous d'une maison de thérapie. C'est dur de les parrainer à partir de zéro. Quand ils arrivent directement chez l'Alcoolique Anonyme, je trouve que c'est plus facile que quand ils arrivent d'une maison de thérapie parce qu'ils ont déjà les étapes, en tout cas, supposément les étapes de fait. Puis, je trouve ça plus difficile, moi, de traîner quelqu'un qui arrive d'une maison de thérapie qui pense qu'il sait qu'il t'a fait. Tu sais. Il pense qu'il sait tout, c'est ça. Ouais, je n'osais pas le dire de même, là, mais. Pas le dire, moi. Dans les maisons de thérapie, ce n'est pas toujours les étapes qui sont montrées, qui sont enseignées. Ils ne servent pas toujours du mode de vie. Il y en a qui n'ont pas touché le mode de vie du tout dans les maisons de thérapie, qui arrivent à Alcoolique Anonyme, puis remarquez trop. Ils ont peut-être plus de difficultés à accrocher à ce moment-là, parce qu'ils pensent savoir comment ça marche. On leur a enseigné une méthode psychologique pour régler le problème, puis nous autres, on est en train de leur dire qu'ils sont impuissants, puis qu'il faut qu'ils se confient à Dieu. Ça ne fait pas tout à fait avec ce qu'ils ont appris. Fait que c'est peut-être plus difficile pour eux autres d'accrocher vraiment à Alcoolique Anonyme, effectivement. Quand ils ont connu les étapes, puis là, ils pensent qu'ils ont fait. Tu sais, des fois, en maison de thérapie, ils font faire une 4e étape. Mais c'est pas souvent une méthode, une 4e étape selon comme c'est mentionné dans le gros livre. En fin de semaine, j'avais un atelier avec quelques femmes sur la 4e étape, puis il y en a qui l'avaient déjà faite, mais avec la méthode maison de thérapie, même à Robertval. À Robertval, ce n'est pas la 4e étape aura qu'ils font. C'est une 4e étape. Écris ton histoire de vie, écris ce qui t'a dérangé. Tu penses-tu que tu vas régler ton problème avec ça? Tu vas te libérer avec ça? Moi, je pense que non. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu sais, la 4e étape, c'est de faire l'inventaire de tes ressentiments puis de vraiment aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ce que ça l'a affecté, puis tes peurs que tu as eues, puis tes défauts de caractère. Puis, tu sais, c'est vraiment aller voir tes torts. Tout ça. Raconter ton histoire, c'est pas dans mon livre à moi, c'est pas une 4e étape. C'est une histoire. Puis c'est s'accrocher à son histoire, puis à son, tu sais, se raconter encore son histoire. On peut bien la raconter des années, notre histoire. Combien de personnes, je ne sais pas si vous autres avez déjà essayé ça, des psychologues. Moi, j'ai essayé ça. J'étais voir à la sortie de la psychiatrie pendant 1 an. J'allais voir un psychologue. Peut-être une fois par semaine. En tout cas, assez souvent. Je me rappelle d'une affaire qu'elle m'a dit pendant 1 an. Je me suis raconté. Je n'ai pas réglé rien là-dedans. Là. Tu sais, elle m'a fait prendre conscience d'une affaire. C'était l'histoire de un moment où j'avais mis dehors pour la nuit, puis que j'avais pleuré comme une madeleine, puis j'étais totalement dans la peine très profonde, puis en tout cas, c'était le rejet total. Puis elle m'a dit une affaire que j'ai retenue. Elle dit, est-ce que tu aurais pu réagir autrement? J'ai dit, ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, ouais, il y avait ma sœur la plus vieille qui essayait de me consoler. Puis moi, ben, je me suis pas laissée consoler. Comprends-tu? J'ai persisté dans ma peine, puis dans l'expression de ma peine, puis tu sais, en tout cas, je suis restée pognée avec ça, puis je me suis repliée là-dessus au lieu de me laisser consoler. Fait que ça m'a fait prendre conscience de oui, peut-être j'aurais pu réagir autrement. Bon.
Mais ceci étant dit, quelques années plus tard, quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis, c'est sûr qu'il y avait une autre réaction possible, mais moi, avec ce que j'étais, à ce moment-là, je n'étais pas capable de réagir autrement que par la peine et la douleur. Alors, quand je vous dis que j'étais impuissante à réagir autrement, peu importe dans quel domaine, si tu as agi comme ça, des choses que tu as faites et que tu n'es pas fier, des choses qui t'ont blessé et que tu aurais peut-être pu agir autrement. Mais si tu as agi de même, c'est parce qu'à ce moment-là, tu n'étais pas capable de faire autrement. Parce que si tu avais été capable de faire mieux, tu l'aurais fait. Êtes-vous d'accord avec ça? OK. OK. D'autres questions concernant les étapes, la 12e? OK. S'il n'y a pas d'autres questions. Comme je vous disais, j'ai mis des notes sur les étapes à la page 48 et 49. Je ne pensais pas passer à travers. Je vous laissais ça pour votre... que vous en preniez connaissance. Regardez si ça vous parle. Ensuite de ça, c'est pas mal tout. J'aurais fini ce volet, cette étude-là du gros livre. On finira ça là ce soir. J'espère que ça a fait de votre affaire et que ça vous a aidé. Comme je vous disais la semaine dernière, je pensais continuer, c'est-à-dire reprendre l'étude du gros livre, mais d'une autre façon la semaine prochaine. Je me demandais si je serais prête, puis oui, je vais être prête. J'ai pu avancer le travail que j'avais à faire pour préparer ça cette semaine, la dernière semaine. Donc, la semaine prochaine, je recommencerai, mais avec des feuilles de travail que je vous enverrai probablement vendredi. Il reste à finaliser quelques petites affaires. Donc là, ça va être différent. Ça va être des feuilles de travail que si c'était possible que vous les complétiez avant que vous... Dans le fond, ça vous demande plus d'efforts. Je vais moins travailler vu que vous allez travailler. C'est de lire un chapitre, puis de compléter à partir de votre... Après l'avoir lu, c'est de prendre la feuille de travail sur ce chapitre-là, compléter les phrases, ça c'est facile, puis il y a des questions à répondre. Puis vous répondez du meilleur de votre connaissance. Puis quand on se rencontre, on va repasser à travers ça, voir vos réponses. Vous allez me donner vos réponses. C'est vous autres qui allez donner les réponses. Puis je vais corriger ou compléter. Puis probablement donner quelques explications aussi. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que oui? Mais si vous n'êtes pas intéressé, ce n'est pas grave. Là, moi, je ne serai pas offusquée si vous ne revenez pas. Il y a des gens qui montent des Moi, je suis bien intéressée. Oui? Oui, je vais inviter d'autres mondes. Oui. Moi aussi, c'est intéressé. Ça, si vous avez des nouveaux, des nouvelles, ou même des gens de vos fillettes, ou des gens que vous pensez que ça pourrait aider, vous pouvez les inviter s'ils veulent venir voir, à tout le moins. Il n'y a pas d'engagement, vous ne signez pas de contrat. Et comme je vous dis, moi, si vous ne revenez pas, ce n'est pas grave, ça vous appartient, c'est vous autres qui décidez ce que vous voulez apprendre ou pas. Là, moi, je fais juste vous mettre la table, puis vous servez ou pas, selon votre besoin, selon votre désir. OK? Ça serait mardi à 7h30 toujours? Toujours, je garde ça de même, même le Zoom. Là, ce que je ne ferai pas, par exemple, à partir de la semaine prochaine, je n'enregistrerai plus. Parce que je crois, c'est qu'après ça, ce que je vais vous donner comme feuille de travail, une fois qu'on va l'avoir travaillé ensemble, vous allez avoir les réponses selon le gros livre, pas selon Jocelyne, selon le gros livre. Bien, là, vous allez pouvoir le transmettre à d'autres. Ce que je trouve là-dedans d'intéressant pour vous autres, c'est que ça va vous donner vraiment un outil pratique pour parrainer quelqu'un. Quelqu'un qui veut travailler, naturellement. Alors, ça va vous donner un outil pratique vraiment pour le faire.
Ouais, mais j'aimais ça, moi, tes commentaires, puis tes anecdotes. Oui, mais ça n'empêche pas que je vais probablement en faire pareil. OK. Ça va peut-être être différent un peu, là, mais je vais en faire. OK. Moins, un peu, mais. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Si on invite quelqu'un, là, j'imagine que c'est préférable que la personne ait déjà fait la lecture du gros livre ou. Oh non, si elle ne l'a pas fait déjà, on l'encourageait à le faire pour essayer d'écrire ses réponses avant. Mais même là, si tu ne les as pas écrites avant, tu n'as pas eu le test, c'est pas grave. On va le faire ensemble. OK. D'accord. Ce qui m'a donné l'idée de ça, c'est que je fais ça présentement avec un groupe. Le membre qui le fait, il vient de Floride, puis il y a du monde de Vancouver, il y a du monde de partout aux États-Unis. Puis bon, pas un très gros groupe, là. Mais je trouve ça le fun, puis j'ai encore appris d'autres choses, tu sais, avec ça. Ça fait que, moi, je trouve que le fait de faire le tour du gros livre, il y a toujours quelque chose à apprendre puis à approfondir. Ça fait que c'est ça que je fais avec ça. Puis j'avais envie de partager ça avec vous. Oui, Guylaine? Oui, je pense qu'on aurait intérêt peut-être à établir un protocole de prise de parole sur Zoom. Oui, on verra. Tu sais, lever la main, peut-être, je vous ai indiqué comment lever la main sur Zoom, comme ça m'évite si jamais toujours à regarder l'écran, puis je peux vous manquer, là, tu sais, des fois, ça ne paraît pas trop. Donc, on va faire ça. Merci, Guylaine. C'est OK. Marc? Comment est-ce qu'on s'inscrit, Jocelyne? Parce que moi, je ne suis pas capable de faire un petit pouce jaune. Non, s'inscrire, on n'a pas besoin de s'inscrire, Marc. Juste non, mais pour que tu me fasses parvenir des copies, des feuilles. Je vais vous envoyer ça dans le groupe comme j'ai fait jusqu'à date. Je vais l'envoyer à tout le monde. Puis ceux qui voudront le faire, ils le feront. Sur Messenger, Marc. C'est ça, sur Messenger. OK, merci, Jocelyne. Bienvenue. Oui, Sylvie? Si quelqu'un veut faire là, par téléphone, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, mais il faudrait qu'il y ait, par exemple, les feuilles de travail. Alors, si vous pouvez lui envoyer les feuilles de travail ou s'il est dans le groupe Messenger, mais s'il est par téléphone, je suppose que c'est parce qu'il n'y a pas... oui, c'est ça. Ben écoute, je te demande ça de même là, parce que je connais quelqu'un qui pourrait être intéressé, mais elle n'a pas d'ordi ni de tablette. Est-ce que tu peux y faire des photocopies ou lui... Tu sais, un fichier, tu peux partir avec une clé USB puis aller à l'imprimerie. Ils vont imprimer le document. Donc, peut-être ou y faire une photocopie. Puis le numéro de téléphone, c'est quoi? Le numéro de téléphone pour joindre, attends un petit peu. Comment ça marche? J'ai ça quelque part. Ben, tu peux le mettre dans le groupe Messenger, s'il vous plaît. Oui, OK, je vais me prendre une note. Puis écoute, je te dis ça comme ça, peut-être qu'elle ne voudra pas non plus. Là. Je vais lui proposer. Merci. Bienvenue. Moi, c'est pas bête de mettre le numéro de téléphone pour Zoom. Là. J'ai ça quelque part. J'espère que ça doit être le même numéro de téléphone pour tout le monde au Québec. Il y a des gens. Mais il y a Jacques qui est ici qui l'utilise déjà pour se loguer. Jacques, es-tu là? Peux-tu nous parler? OK. Oui? Oui, je suis là. OK. Allô? Alors, oui, tu es là, je t'entends. Alors, oui. Toi, tu te logues avec quel numéro de téléphone? T'es-tu de la région de Montréal? Oui, 438, là, 809 7799. 438 438 809 7799. 7799. OK. Je l'ai pris en note, Jocelyne. Parfait. Moi aussi. Oui, c'est bon. Fait qu'une fois le numéro de téléphone, quand tu as la ligne, il te demande le numéro du groupe. Oui. Puis il te demande-tu le mot de passe aussi? Oui, le code de réunion. Le code de réunion, il ne te demande pas le mot de passe? Oui, le numéro d'identification du participant, là. Le numéro d'identification du participant, tu n'as pas? Non. Tu
Tu fais, je pense que c'est le dièse. Puis ensuite. Oui, mais c'est tout? C'est ça. OK. Oui. C'est bon. Fait que c'est ça. Ça fait qu'il y a un moyen. Puis pour avoir les faits, le document, ben, idéalement, il faudrait que tu connaisses quelqu'un qui les reçoit par Messenger et te fasse une photocopie. OK. Ah, mais c'est beau. Fabien, il reçoit par Messenger. Ah. OK. Fabien va t'arranger ça. Fabien va m'arranger ça. Merci, Monique. OK. Merci. Ça va? OK. C'est bien beau. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci d'être là. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre qui a des questions? Des commentaires? Oui, moi, je te remercie bien gros, Jocelyne, pour tout ce que tu fais pour nous autres. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, ça m'aide. Très apprécié. Oui. Merci. Merci beaucoup. Très apprécié. Oui, merci beaucoup. Très intéressant. Toujours enrichissant. Merci. Vous êtes des amours. Beau travail. Bravo. Merci. Beau travail, puis en bonne compagnie. Merci à tout le monde. C'est le fun. Oui. C'est le fun que vous soyez là. Merci, Jocelyne. Oui. Moi, tout seul, je ne parlerai pas tout seul. Merci, Jocelyne. Merci à ton assistante Guylaine de nous oui, merci à Guylaine aussi. Merci. Bravo, Guylaine. On va terminer ça par le Notre Père pour ceux et celles qui le désirent. Si vous voulez fermer votre micro, par exemple, pour éviter la cacophonie. On t'a perdu. Comment ça? Vous m'avez perdu? Ben non, moi, je t'ai. OK. Et peut-être que ça gèle un petit peu. Je vois que c'est toi qui as gelé, Sylvie. Fait que, OK, on va finir par le Notre Père pour ceux et celles qui le désirent. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, merci tout le monde. Merci bien. Fait que tu vas nous